Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Neuvième jeu de la francophonie, la RDC termine 9e avec 34 médailles récoltées, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze, ce qui est une performance par rapport à la précédente édition où le pays n'avait remporté que 3 médailles. Voilà, jeu de la francophonie toujours, la RDC a relevé le défi, impossible n'est pas congolais, a déclaré Zeina Mina, directrice du comité international des Jeux de la francophonie. Le président de la République félicite les artistes et les sportifs pour la participation à ces assises. Deuxième actualité, il nous est vraiment impossible en ce moment où nous sommes en train d'avancer vers les élections de dire stop, faites un audit du fichier électoral. Ça, c'est la réponse du président Kadima à la demande de la mission d'observation électorale ICC5O d'auditer le fichier électoral. Le Conseil national de la jeunesse, le nouveau bureau rejette l'arrêté du ministre Yves Bunkoulou portant suspension de William Mukambila et dénonce un acharnement. Ça ne va plus entre le président du Conseil national de la jeunesse et le ministre des Sports, qui l'avait d'ailleurs démis, et celui-ci a été rétabli par la justice. Autre nouvelle, le procureur de la Cour de cassation, Fimen Mvonde, annonce la permutation des magistrats pour éviter la familiarité et le clientélisme dans les chefs des autorités judiciaires. Le gouvernement s'engage à payer la totalité de manque à gagner aux sociétés pétrolières afin de protéger le pouvoir d'achat des Congolais à travers la politique des subventions des prix du carburant à la pompe. Enfin, Kasaï oriental, selon le rapport de la cellule financière du gouvernorat, Mathias Kabeya, l'ex-gouverneur accusé de détournement et déchu par l'Assemblée provinciale, n'a laissé que 26 329 $ et 112 947 458 francs congolais dans les comptes de la province. Merci de faire confiance à Congo Buzz. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. Audit du fichier électoral, analyse de la posture de l'ECC5O. Eh bien, la mission d'observation électorale ECC5O veut elle-même aller à l'audit. Et elle le dit, elle veut le faire concomitamment avec la CENI. Donc, voilà. Nous sommes avec deux invités sur ce plateau avec qui nous allons analyser autour de ce sujet. Mais avant de démarrer ce sujet, un biscuit pour chacun. Je n'hésite pas d'abord saluer. Bonjour, monsieur Joseph. Bonjour, monsieur Dan. Comment allez-vous, Joseph? Très bien. Content de vous avoir. Le plaisir est partagé. Je salue monsieur Chimbalanga, avec qui nous allons partager ces plateaux. Un biscuit, comme on le dit, c'est grande et majeure. De voir s'achever sans incident majeur le 9e jeu de la francophonie. Mais nous oublions souvent des acteurs majeurs qui ont fait que cette activité grandiose puisse se produire. C'est la SNEL. Pour une première fois, bien qu'il y ait un petit bémol, mais ils se sont rattrapés. Parce que la SNEL doit rétablir la confiance entre elle et les Congolais. Parce que sa vocation,
c'est de répondre aux besoins en électricité des Congolais. C'est ça. Alors, les Congolais ont oublié qu'avant le 9e jeu de la francophonie, 2 machines à Inga avaient cédé. Le groupe G28 est un autre groupe. Mais la dextérité des ingénieurs de la SNEL, ils ont récupéré en un temps record le groupe G28. Sinon, ça allait poser des problèmes de perturbation importants du courant électrique à Kinshasa. Parce que le poste de Liminga à Limete devait électrifier une grande partie pour que le Congolais puisse suivre en bonne et due forme le jeu de la francophonie. Alors, il y a des fois, il faut féliciter ces gens-là. Ils ont fait du grand travail et ils ont dispatché des cabines, j'ai vu des cabines dans certains quartiers pour permettre aux Congolais de suivre et de rester avec le courant électrique. Donc, bravo directeur général et à tous les techniciens. J'ai vu les gens de Makala, j'ai vu des gens d'Itaga, même de Bumbu, même du côté de l'aéroport à Mangengengela, recevoir des transformateurs. Même à Mwanda, ils avaient fait 68 jours avant le jeu de la francophonie. Il fallait récupérer la situation pour que le Congolais et à Mwanda et à Boma puissent suivre le jeu de la francophonie. En tout cas, bravo au chef de l'État, au gouvernement, à M. Isidon Kwanza qu'on a découvert, qui a fait du grand travail, et à tous les participants. M. Zakababa, celui qui a... Non, lui là, je ne vais pas commenter sur lui. Il a voulu... Donc, bravo, technicien de la SNEL. Imaginez, j'ai vu le DG de la SNEL dans les coulisses faire le dispatching. Il était sur terrain, bien qu'il s'est déguisé un peu, il n'avait pas de costume. Nous voulons ce genre de manager. Il n'est pas au bureau, mais il est sur terrain pour superviser, pour coordonner, pour que le résultat soit ce qu'on a vécu. Merci beaucoup. Bravo aux agents de la SNEL, aux techniciens. Voilà, on jette des fleurs, hein, les agents de la SNEL qui sont... Nous souhaiterons que ça continue, qu'on ne soit pas le jeu de la francophonie. Nous espérons que le DG de la SNEL nous suit et que cet élan sera pérennisé. Mais nous demandons aux politiciens de lever leurs mains dans des sociétés de l'État pour que l'État, ces sociétés soient dirigées par des technocrates qui vont faire le travail et non répondre à des politiques. Donc, merci beaucoup. Coup de chapeau au directeur général et aux collaborateurs de ces derniers. Merci beaucoup, M. Joseph. Les entreprises publiques sont réputées être des caisses des partis politiques. Hein. C'est une habitude, c'est une connaissance. Alors, M. Henri, bonjour. Bonjour, cher Dan, et je salue aussi Jordi Kalonda, qui en est sur ce plateau. Non, M. Joseph Mbenza. Joseph Mbenza, oui. Cadre d'IDPS, c'est le nom de ma fille ici. Ok. Et comment allez-vous, M. Henri? Ça fait un moment. Ça va, on est bien portant. On avait fait un petit déplacement dans les environs de Kinshasa. Là, on est là. Oui, ça va. Un biscuit? Bon, je pense que l'actualité, c'est aussi dominé par les jeux de la francophonie. Et je crois que Joseph Mbenza a vraiment ramassé ce qui est essentiel. Alors, pour ne pas trop répéter cela, seulement félicitations au président de la République, à l'organisation et au peuple congolais qui, si par exemple cette clôture aurait été programmée pendant la journée, ça aurait été une catastrophe. Vous vous souvenez que déjà aux environs de 19 h, l'organisation de ces jeux-là a finalement fait même un communiqué pour demander à ceux qui tiennent encore à venir au stade de rester à la maison. Heureusement que déjà autour de 19 h, il y a des gens qui commençaient à quitter encore les lieux, mais sinon ça allait être... Donc ça signifie que le Congolais, c'est un peuple qui aime, qui a besoin de vivre allègrement, sans la tristesse. Et j'appuie la recommandation de Joseph, qui demande à ce que les politiciens s'inspirent, qu'ils voient au moins ce qu'est le caractéristique du peuple congolais. Il ne faut pas les diviser. C'est un peuple qui aime souvent se retrouver ensemble. Je pense que ça a été un moment fort où les gens se sont retrouvés. On a oublié un peu nos guerres politiciennes pendant un moment. Oui, vous vous imaginez, j'ai vu au stade Tata Raphaël un groupe de Congolais, des volontaires qui, après chaque journée, ils s'engageaient à ramasser les déchets.
Ah oui. Je pense que ce sont des gens pareils qu'il faudrait même que le gouvernement puisse même les inviter et les encourager. J'ai vu ça, si vous constatez, eux-mêmes, qui à chaque jour, ils passaient, c'est pour dire que, voilà, on a fait ça, c'est pour nous, le Congolais. Et nous, maintenant, Surtout nous devons l'entretien. gérer ça. Donc, des gens comme ça, je pense important. qu'il faudrait que les tenants de titres s'intéressent à des gens pareils, au lieu de peut-être s'intéresser à Nadiembela Ikaka. Mais des gens comme ça, il faut les encadrer. Les responsabiliser même, créer même une équipe qui puisse s'occuper de l'entretien. Parce qu'ils ont déjà cette volonté-là. D'eux-mêmes, ils ont fait ce travail. Et pourquoi pas il y a les cette rappeler et trouver cette problématique une organisation là-dessus. Il y a justement cette problématique de l'entretien des infrastructures publiques. Est-ce que on a l'impression que les Congolais, l'administration publique n'est pas organisée dans la gestion des infrastructures? Oui, c'est déjà un sérieux problème. de Vous l'État. voyez, même au stade des martyrs, permettez, les gens sont allés pisser dans les lavabos. Et ils le font et ils se permettent même de filmer. photographier ça. Donc, pour se moquer de qui? Vous voyez ce que c'est? Et finalement, ça va donner encore quoi. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un œil très regardant quant à la suite. Parce que vous voyez que... Parce que construire sans pour autant entretenir, c'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire, les gens doivent comprendre que c'est aussi l'une je peux dire, l'une des qualités d'un président de la République qui entre en fonction à la suite de certains prédécesseurs. Comprendre, avoir la lucidité d'achever les œuvres qui sont restées inachevées. Parce que construire sans terminer, c'est détruire. C'est détruire. Vous voyez, maintenant, il faut éviter ce genre de choses. Des gens qui vont, déjà pendant ces jeux-là, vous laissez les latrines, vous allez pisser dans les lavabos. C'est quelle mentalité, ça? C'est terrible, ça. Dans tous les pays du monde, ils ont développé la mentalité du développement. Des choses à faire et des choses à ne pas faire. Tenez, au Singapour, si vous jetez un papier mouchoir que j'ai, vous allez payer une amende de $340. S'il vous plaît. Je dis $340. Vous ne pouvez pas vous promener avec votre chien sur la place publique, vous allez payer une amende de $14 000. Il faut qu'il y ait des cadres légaux pour réglementer les comportements des Congolais dans son ensemble et des Quinois en particulier. Regardez sur le boulevard, quelqu'un qui est dans une belle voiture, mais qui jette une bouteille à plastique. Donc, c'est là la responsabilité des provinces. Il faut qu'il y ait des lois contraignantes obligeant tout le monde à se conformer aux normes. Sinon, ça sera on construit et puis on détruit après. Parce que détruire, c'est facile, mais construire, c'est difficile. Regardez ces images. J'ai vu des jeunes en train de voir un autre jeune en train de pisser sur la pelouse. Ils les ont arrêtés. Oui. Mais ce n'est pas comme ça que les choses devaient se faire. C'était l'autorité. Donc il faut vraiment y veiller. Il faut vraiment y veiller. On va passer directement à notre sujet du jour. Messieurs, dames, audit du fichier électoral. La mission d'observation électorale SC5 veut se jeter à l'eau. Elle veut elle-même auditer le fichier électoral. Mais je vais quand même vous lire ce communiqué, ce mémo, mémo de la l'SCC, de la mission d'observation électorale SC5. Je ne vais pas tout lire, c'est très long. Je vais lire quand même un point. Le point qui est intitulé « Procéder à un audit citoyen du fichier électoral ». Actuellement, le fichier électoral divise certains acteurs politiques et la Commission électorale nationale indépendante. En effet, pour n'avoir pas invité un organisme international indépendant pour l'audit externe du fichier électoral, la CENI n'a pas favorisé la perception par les publics d'une vérification indépendante et transparente. Ainsi, en vue de décrisper cette crise autour du fichier électoral, la MEOE, donc Mission d'observation électorale SC5, entend mener un audit citoyen du fichier de manière claire. Il s'agit de mener cet audit avec l'appui de la CENI elle-même. En effet, l'échantillon qui servira à cette activité devra être disponibilisé par les IT de la CENI en collaboration avec ceux de la MEOE. Cet échantillon servira ainsi dans une première phase de vérification de terrain afin de se rassurer que les personnes se trouvant dans la base de données de la CENI sont celles retrouvées sur le terrain. Dans une deuxième phase, la MEOE ramènera du terrain un autre échantillon, cette fois-ci des personnes non reprises dans le premier échantillon pour une vérification dans la base de données de la CENI. Il convient de souligner que ce travail se fait en collaboration très étroite avec la CENI.
Le rapport issu de ce travail est destiné à la CENI. La MEOE et la CENI conviendront de la manière de communiquer avec les autres parties prenantes sous le rapport de cet audit, de sorte que cela ne bloque la mise en œuvre du calendrier électoral. Voilà la réponse du président Denis Kadima. Denis Kadima dit ceci, je l'ai dit d'entrée de jeu, il a dit « Il nous est vraiment impossible en ce moment où nous sommes en train d'avancer vers les élections de dire stop, faites un audit du fichier électoral. » Il ajoute en disant qu'ils ont écrit à l'OIF depuis le 9 février, mais l'OIF a répondu plusieurs mois en retard. Je vais lire rapidement ce que la lettre de la CENI adressée à l'OIF. Comme vous devriez le savoir, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales, présidentielles, législatives, provinciales et des conseils communaux le 20 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante a publié à la mi-novembre 2022 un calendrier qui décline en détail les grandes étapes et opérations du processus devant conduire à ces échéances électorales. Les opérations relatives à l'actualisation du fichier électoral ont débuté depuis le 24 décembre 2022 et devraient être conclues le 17 mars 2023 dans les 3 aires opérationnelles à travers le territoire national. À la suite des échanges préliminaires entre les experts de notre institution et ceux de votre organisation, je viens par la présente confirmer que la CENI est prête à recevoir une mission exploratoire de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de l'audit du fichier électoral. Notre espoir est que ces consultations pourraient permettre de recommander d'éventuelles actions en vue de l'amélioration de ce fichier, tout en espérant que l'OIF disponibilisera ses experts pour cet accompagnement. Je vous prie d'agréer, Madame la Secrétaire Générale, l'assurance de ma franche collaboration. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI. C'était le 9 février 2023. Alors, l'OIF a répondu plus de 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, l'OIF répond à M. Denis Kadima. Je ne vais pas vous le lire, la paperasse est assez longue. On va passer directement au sujet, audit du fichier électoral, le point de non-retour, analyse de la posture de la mission d'observation électorale et CC5O. Je commence avec M. Joseph. Comment trouvez-vous cette démarche, cette proposition de la mission d'observation électorale et CC5O qui veut auditer audit du fichier, ce fichier électoral sans qu'il y ait, comme il le dit, de sorte que cela ne bloque pas la mise en œuvre du calendrier électoral. Votre point de vue. Merci pour la question, merci pour la thématique. Nous sommes habitués sur les plateaux des télés à discuter des choses qui ne sont pas essentielles. Mais là, c'est des choses qui touchent même à l'existence de notre État. Vous savez, les élections, il y a des acteurs. Hein. Mais là, maintenant, je me pose mille et une questions par rapport à la démarche de ces 2 aspects. Vous comprenez? Parce que ce sont des aspects. Et j'informe aux Congolais que ces 2 aspects ne sont ni des institutions de la République reconnues dans la Constitution comme en tant que telles. Donc, ils sont au même pied d'égalité que les autres aspects qui peuvent aussi, à leur tour, réclamer quelque chose. Là, nous serons partis dans un dasaï, dans un désordre total. Je me pose une question fondamentale. Quel est le cadre légal qui sous-entend leur demande à la CENI? Parce que tout doit se faire dans un cadre légal. Quel est ce cadre légal? Je n'ai pas vu dans ces... Peut-être vous avez lu in extenso, mais je n'ai pas vu le cadre légal qui leur réclamerait ou bien qui leur octroyerait le droit de demander une... Ils disent que le fichier électoral divise certains acteurs. Non, mais ça a toujours divisé. J'informe aux Congolais, même aux États-Unis, le fichier divise aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a tranché parce que les républicains demandaient aussi le dit du fichier. Quel est le problème? Qu'est-ce qui dérange donc? Mais je vais y en revenir. Parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas... Je suis dans une démarche... qu'il n'y ait pas... Écoutez, monsieur le journaliste. Qu'on puisse enfreindre le déroulement du calendrier électoral. Il est arrivé le moment de dire la vérité aux Congolais. De dire la vérité aux Congolais pour que nous établissions une fois pour toutes ceux qui aiment ce pays, ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui travaillent réellement pour les intérêts des Congolais et ceux qui travaillent pour des intérêts obscurs des multinationales et de certains États. Vous ne pensez pas que la CENI devrait plutôt donner un argument technique? Non, j'en arrive. Le cadre légal d'abord de leur demande, c'est quel cadre légal?
Quel est ce cadre légal qui dit que la Senco et les CC peuvent demander quelque chose à la CENI et la CENI leur donne ça? Il n'y en a pas. La CENI a établi une feuille de route. La CENI a établi tout un programme, tout un chronogramme des activités. Il faut savoir que pour les élections, les dates sont contraignantes. Les délais sont contraignants. Dépasser ces délais-là, nous irons dans une crise politique. Ils disent qu'ils feront en sorte qu'il n'y ait... Impossible. Ça, c'est une posture dangereuse. Mais si de leur part. S'il y a glissement, ça sera sur leur tête. Non. Vous pensez qu'ils peuvent... Ça, c'est pas responsable. C'est pas eux qui gèrent la République. C'est pas eux qui diront. Ils peuvent dire pourquoi vous n'avez pas refusé. Nous suivons ce que dit la loi et ce que la CENI a programmé comme activité. J'ai la chance d'avoir été formé à la CENI. Je sais qu'en ces moments nous parlons, il n'est plus question de ce genre de choses. Au moment où la loi de la répartition de sièges a été déjà promulguée par le chef de l'État, ce qui reste, ce sont des aspects techniques et de déploiement et de recherche de financement. Toutes ces étapes, c'est déjà fini. Je vous ai dit sur ces plateaux, moi j'ai consulté le patriarche Mbocho de l'Inédite par rapport à ces demandes. Il m'a répondu clairement. Il m'a répondu clairement que la demande à cette période, les élections sont au mois de décembre. Monsieur le journaliste, on est au mois d'août. Vous demandez un audit. Pour quel impact? Au mois d'août, la CENI en ce moment... Ils disent pour remettre tout le monde autour de ce processus. Parce que certains... Qui vous dit, réfléchissons comme qui vous dit quand eux ils vont auditer, nous allons accepter. Nous pouvons aussi remettre en question leur audit. Écoutez, M. Nanga avait sollicité l'expertise de 8 auditeurs internationaux. Mais M. Kadima en a sollicité 5. 2 Congolais et 3 Africains. Vous-même, vous avez dit que la demande a été faite à l'OIF depuis le mois de février. Ils ont traîné le pas pendant plus de 3 mois. Quelle était leur intentionnalité? Donc, le but ici, les politiciens n'ont pas réussi à bloquer la machine des élections. Maintenant, c'est des aspects entrent en jeu pour vouloir bloquer la machine parce qu'ils sont commandés. On va dire des choses ici aux Congolais. Quelle est leur intention? C'est de bloquer la machine électorale au profit de certains qui se cacheraient derrière eux parce que politiquement, ils ont échoué dans leur démarche. Il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. Qui serait derrière ces gens? Qui serait derrière ces gens? Que je le dise maintenant aux Congolais? Oui, dites. Mais non. L'histoire nous renseigne. Qu'il y a eu à l'époque, ce monsieur, il était encore abbé, aujourd'hui il est monseigneur, que je respecte. Il a dit quoi? Nous possédons 40 000 smartphones qui ont été financés par l'Union européenne. Réfléchissons un peu. Nous sommes Congolais. Est-ce que ces gens travaillent? Et il y a eu Toyiboyi entre eux, Devos Kitoko qui dit autre chose, c'est Olivier Kamitato qui dit c'est Moïse qui a financé, et les autres se sont rebuffés pour dire c'est... Donc, c'est-à-dire les intérêts des multinationales, parce que ces gens, il faut dire la vérité. Je ne dis pas tout le monde. Au niveau des ASBEL, ils travaillent avec des multinationales et certaines puissances. Monsieur Jérôme Bosso m'a dit, il m'a dit qu'il lui avait été demandé de remettre en question publiquement l'audit du fichier électoral et que l'Union européenne allait récupérer la situation. Merci Il beaucoup. a même dit aux gens de la Senco, vous n'avez pas l'expertise requise pour auditer ces fichiers. Ah, ils vont faire appel à qui? Merci beaucoup, M. Joseph Mbenza. Vous posez le problème du cadre légal et aussi vous craignez, vous dites en tout cas, il risque d'avoir glissement en ce moment-ci. Et puis ces deux confessions religieuses, on va les appeler comme ça, sur des confessions religieuses, sont à la solde de certaines puissances occultes. Alors, Monsieur Henry, votre lecture des faits, l'audit du fichier électoral demandé par l'ECC, la mission d'observation électorale ECC-5O. Allez, votre point de vue. Merci beaucoup, Dan. J'ai suivi aussi attentivement les propos de Joseph. Je pense que moi, je ne suis pas surpris de quoi que ce soit. Et je pense aussi bien que tout citoyen congolais qui a un œil ouvert
ne peut pas être surpris de tout ce qui se dit. Comment ça? On n'hérite pas l'avenir, nous n'héritons que le passé. Et c'est tout ce qui nous conduit. Joseph, il a parlé, il a évoqué le cadre légal dans tout ça. Mais revenons un peu en arrière, l'histoire politique. On a commencé depuis 2006, les élections. Depuis tout ce temps-là, l'UDPS dans l'opposition, et toute l'opposition entière, étaient des meilleurs alliés de ces deux églises. Parce que les deux églises-là, catholiques et protestantes, ne laissaient jamais respirer Joseph Kabila et ses compères. Et en ce moment-là, jamais Joseph ne pouvait demander le cadre légal à ces deux églises-là. Et nous sommes allés plus loin. Là, vous êtes dans quel cas, dans quel exemple précisément? Mais j'y vais. Monsieur Henri. On se retrouve récemment... La crainte, c'est qu'on puisse glisser. Ok. Oui. On se retrouve finalement à la Saint-Sylvestre. Quel serait encore le cadre légal? Parce qu'à la Saint-Sylvestre, on a vu tout le monde, toute l'opposition et le pouvoir. Et c'est de là qu'on a obtenu aussi un des moments qui a fait que Joseph Kabila puisse aussi prendre fermement cet engagement de respecter la Constitution, de ne plus se représenter. On a amorti de par les assises de la Saint-Sylvestre. Est-ce que le contexte est-il toujours le même? Ok, on évolue. Vous savez, quand on doit contextualiser, ça voudrait dire quoi? Ici, il y a un paramètre, un élément qui n'a jamais été dissipé, c'est-à-dire la crise de confiance. Cette crise de confiance qui, aujourd'hui, s'établit entre la CENI, sous la coupe de Denis Kadima, et les confessions religieuses, demeure toujours, a été aussi alimentée par certaines choses. On a vu ça et là, ce sont des machines qui se retrouvent entre les mains des particuliers. Tout cela a concouru à briser cette confiance et à imaginer que donc, il y a autre chose qui se prépare qui ne serait pas tout à fait conforme au jeu. Les machines qu'on a trouvées entre les mains des particuliers, mais des machines de la CENI. Voilà. Alors tout cela a alimenté cette cassure de cette confiance-là. Maintenant, tout ce qui se fait, c'est à cause de ce manque-là de confiance. C'est pourquoi, quand la CENI a écrit à l'OIF demandant pour venir auditer le fichier, bon, l'OIF aurait estimé que le temps lui donné par la CENI pour venir exécuter cette mission-là n'était pas du tout considérable, n'allait pas favoriser. Et d'une part, on comprend que peut-être l'OIF s'était retiré parce que le Congolais ne supportait plus cette histoire-là, parce qu'il y a eu aussi des opinions politiques qui ont dit non, mais l'OIF est géré par une Rwandaise, ça va accéder à nos données. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que... Denis Kadima a écrit à Madame la secrétaire générale depuis le 9 février. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont répondu plus de 3 mois plus tard? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu accompagner ce processus depuis son amorce? Oui, mais je suis en train d'énumérer certaines choses. Vous savez, depuis qu'il a écrit là, nous sommes toujours sous tiraillement avec le Rwanda, il faut le dire. Et à la tête de la francophonie, c'est une Rwandaise qui est une personnalité de confiance de Paul Kagame. Il a été ministre des Affaires étrangères. Mais Kadima a quand même écrit à cette organisation. Oui, il écrit. Et maintenant, vous savez, quand la politique aussi se mêle, quand la rue aussi se mêle, ça influence aussi les choses. Ça peut être positif ou négatif. Dans la raison de la réponse tardive de l'OIF se justifie en le fait qu'il y a des guéguerres politiciennes. On ne peut pas mettre ça de côté, je pense. Vous voyez, même à la francophonie, on n'a pas vu la secrétaire générale de la francophonie venir. C'est suite à tout cela. On ne peut pas mettre ça de côté. Donc, je voudrais un peu être plus ou moins précis dans ça, pour dire que moi, ça ne m'étonne pas ce qui se passe actuellement. Parce que c'est chaque année, nous vivons tout ceci. Entre les deux églises et ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'eux, ils considèrent toujours que à chaque fois, la CENI ici a toujours un féodé au tenant des titres pour la manipuler et orchestrer les résultats. Et cet état de choses-là, tant que ça ne nous quitte pas,
prochainement, on va encore vivre toujours les mêmes contestations. Ceux qui seront dans l'opposition vont reprendre toujours les mêmes histoires, parce que ce sont aussi les mêmes revendications quand nous étions dans l'opposition. Ça voudrait dire quand l'UDPS était dans l'opposition. C'était toujours les mêmes revendications. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Ceux qui récupèrent l'opposition reprennent encore les mêmes comportements. Vous voyez, moi je pense que donc l'UDPS aujourd'hui se comporte comme l'Union Sacrée, se comporte comme le FCC à l'époque. Absolument, vous voyez ce qui est à la base de tout ceci. Regardez, on envoie des gens qui se retrouvent là-bas à la CENI. Vous avez les Agé Matembo, les Didi Manara, qui les a envoyés là-bas? Ce n'est pas leur famille politique. Ça revient toi-même à l'époque de Kabila. Il prend des gens dans l'UDPS, il nomme là-bas, il dit que non, il y a des opposants ici, mais qui n'ont jamais été envoyés par l'opposition. Et quand on brise les principes, mais les conséquences, les réactions, vous savez, à un certain moment, il faut prendre les choses de manière un peu scientifique. On établit les règles du jeu. On dit voilà, ça doit être représenté l'opposition et la majorité. Et qui envoie? Ce n'est pas les individus, voilà. Et ce ne sont pas les individus qui doivent venir d'eux-mêmes. Je dis, moi, je suis du PPRD. Je viens. Non. Il faut que ta famille politique le fasse et correctement. D'accord. Au cas contraire, ça va briser cette confiance-là. Je dis, ah bon, ils ont débauché ces gens ici. Et c'est pratiquement les mêmes histoires qu'on a toujours vécues. Donc moi, ce n'est pas étonnant, mais la crainte, elle est aussi justifiée du fait que ça peut retarder, quel que soit ce que l'Église dit, mais au moment où nous sommes déjà à quelques 6 mois, alors le retard aura comme conséquence, on va décaler les élections. Et quand on décale encore les élections, vous savez, on est dans une situation qui a été très compliquée, très difficile pour le président de la République. Il se retrouve avec une majorité au Parlement qui ne lui est pas acquise. Alors, il faut que ça change un peu de nature. Merci et c'est par les élections. C'est par les élections. Oui, donc prolonger encore par une quelconque raison, noble soit-elle, ça aura toujours des répercussions qui ne seront pas du tout bonnes. Qui ne seront pas du tout bonnes. Oui. Alors, Monsieur Joseph, je vous repasse la parole. Est-ce que vous pouvez nous démontrer qu'il y a la différence dans le comportement des animateurs d'aujourd'hui et celle d'hier dans l'attitude vis-à-vis de la CENI? Ouais. D'abord, je suis très content de la thématique et je vois que je suis opposé à M. Tchimbalanga dans tout ce qu'il a dit. Donc, il n'y a pas de point de convergence. On diverge en tout par rapport à cette analyse. Okay. D'ailleurs, la première des choses, il faut dissocier l'UDPS à la CENI. Selon votre raisonnement, c'est Chadari qui devait être président parce que la CENI, selon votre raisonnement, était contrôlée par Kabila. Or, c'est le Cash qui a gagné les élections présidentielles. Première différence. Donc, selon votre raisonnement, selon votre analyse, mais vous l'avez dit. Allez-y d'abord, je répondrai. Je suis calme et posé, je vous ai suivi religieusement. Oui. Deuxième, le contexte n'est pas le même. Là, je vais vous montrer et démontrer à l'opinion, parce que je m'adresse à l'opinion, que le contexte n'est pas le même. Kabila était à son 2e mandat, il a glissé des 2 ans. Et moi, je suis victime de tout ce qui s'est passé dans le rue de Kinshasa et mon parti DPS. On a brûlé notre siège et les gens sont morts là-bas, brûlés vivants. Et tous les Congolais anonymes, on a compté une centaine de morts depuis 2015-2016. Vous comprenez, M. Tchimbalanga? Nous sommes dans un contexte où Félix, le président actuel, il est dans son 1er mandat. Le contexte d'un temps, M. Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. On l'a fait quitter de force par la rue et la détermination des Congolais. Vous comprenez? Et le contexte de 2011 est-il différent de celui-ci? Non. Écoutez, monsieur, quand vous êtes président, vous êtes dans votre 1er mandat. C'est différent quand vous terminez, vous êtes dans votre 2e mandat et vous ne voulez pas quitter. Parce qu'il est prévu qu'un... Non, en 2011, le président Kabila avait aussi la latitude de se représenter. Oui. Écoutez, en 2011, il a organisé les élections. Oui, bien sûr. Il a organisé dans le délai constitutionnel. Non? Mais en 2016, il a organisé les élections. Il a organisé 2 ans après. Voilà la nette différence. Le contexte n'est pas le même.
Vous comprenez? Parce qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de tueries qui sont liées par rapport aux revendications de délai de la date des élections par rapport au délai constitutionnel. Nous sommes dans deux mondes différents. Vous réfléchissez dans votre monde, moi je réfléchis dans mon monde. Tenez maintenant l'UDPS et les autres. Alors, l'UDPS à l'époque, le langage de l'UDPS à l'époque, c'était pas celui de soutenir les postures des LCC de la 5. Écoutez, à l'époque. monsieur, il faut qu'on établisse, établisse la vérité. L'UDPS contredisait la 5 comme elle le faisait hier. Ce sont des questions. Je vais parler à l'opinion. Pour démontrer noir sur blanc. L'UDPS, seulement en 2006, que nous n'avons pas pris part aux élections. En 2011, en 2016, nous avons pris part aux élections. Et nous avons toujours réclamé des élections dans le délai constitutionnel. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est l'opposition associée avec ces deux asbels qui ne veulent pas des élections au Congo. C'est ça la vérité qu'on doit dire aux Congolais. L'UDPS avait toujours réclamé les élections dans le délai constitutionnel. Parce que nous sommes respectueux des lois. Maintenant, quant à ces deux asbels, on va établir des vérités. C'est la Senko qui est venue vers Étienne Tshisekedi à Moulumba. Nous étions à la permanence pour lui dire que M. Kabila, nous en vont vers vous pour que vous discutiez à la Senko. Tenez, rappelons l'histoire parce que vous avez parlé de l'histoire. Au camp Tchachi là-bas, avec Eden Kodjo, vous savez qu'est-ce qui a été dit? C'est fini, il n'y aura plus de négociation, il n'y aura plus de dialogue parce que ce qui est fait est fait. Là, il y avait M. Kamere et M. Eden Kodjo. J'ai même suivi l'actuel PCA d'une entreprise publique de l'État dire s'il y a encore dialogue, vous devez couper mon bras. Vous voyez, le contexte n'était pas le même. Quand nous sommes allés à la Senko, c'était pour exiger des élections. Mais regardez le comportement de ces asbels. Quand nous sommes arrivés, il y a deux étapes majeures. Parce que quand nous sommes arrivés au mois de septembre qu'on devait appeler l'électorat. C'est important pour les Congolais. Oui. Mais nos prélats sont allés en vacances en Suisse. Ils nous ont laissés comme ça. Et nous sommes revenus après que les délais soient passés. Et tout le monde attendait le mot d'ordre de Étienne Tshisekedi à Moulumba. Pour orienter le peuple, pour dire non. Et que Kabila devait partir par un soulèvement populaire. Ça, c'est la vérité qu'on doit dire. Deuxième fait. Quand nous sommes allés à 5 ans, il restait 2%. Vous savez qu'est-ce que les prélats ont fait? Ils sont allés voir Kabila pour dire que non, les 2%, tu dois le réaliser. Et Kabila fait. Il a foutu de la merde, il a foutu tout le monde dans sa poche en nommant un autre qui n'était pas habilité à être nommé. Donc, quelque part, dans le chef de ces gens de confession religieuse, il y a aussi à discuter, à dire. Pour finir. Que serait la RDC aujourd'hui si la Senko n'avait pas organisé le dialogue de la Saint-Sylvestre? Que serait-il passé? Écoutez, moi je n'aborde pas cette question de cette manière-là. Que serait-il arrivé si l'UDPS avait refusé la Senko? Il faut voir aussi la question dans l'autre sens. Okay. Parce que l'acteur majeur de ce dialogue, c'était Étienne Tshisekedi à Moulumba, représenté par ses délégués. C'est ce qui a donné du sens à ces dialogues. Parce qu'au Kanchachi là-bas, nous n'étions pas. Il y avait pas de sens. Vous refusiez de prendre part à ce... Mais nous voulons un dialogue qui... Mais à l'époque, la question qui se posait, c'était un médiateur crédible. Non, le médiateur nous a roulé à la fin avec le 2% qui restait. Donc, quelque part, écoutez, je dois le dire, quelque part, ces gens ici ont perdu quelque part leur crédibilité. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Joseph Benza. On revient vers vous incessamment. Monsieur Henri, est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment dans le même contexte? Les comparaisons sont-elles vraiment identiques quand on compare 2018, 2023 ou même 2011? Nous sommes vraiment... les comparaisons tiennent-elles vraiment? Oui, Dan, je vous dis que nous sommes toujours dans les mêmes... nous sommes devant les mêmes faits. On peut chercher à se cacher derrière des termes, le contexte, ainsi de suite, mais il faut être regardant. En 2011, Étienne Tshisekedi avait dit les mêmes propos. C'était le dernier jour de la campagne électorale. Bien que engagé dans la course, mais il dit que voilà, je sais très bien que cette nébuleuse de communauté internationale continue à financer, à supporter ce garçon. Il parlait de Joseph Kabila.
Ce sont les mêmes histoires. Aujourd'hui, si Joseph parle il dénonce que derrière l'Église catholique, il y aurait les multinationales. Mais ce sont les mêmes propos, les mêmes revendications ou dénonciations d'Étienne Tshisekedi en 2011. Et 2011, Kabila n'était pas fin mandat. Il avait la possibilité constitutionnelle de briguer un deuxième mandat. Vous lui avez posé cette question-là. Mais peut-être qu'il a pris ça comme cela. Mais regardez ce qui se passe. Il soulève un problème de cadre légal. Mais à l'époque, il ne pouvait pas soulever l'opposition qui était bras dessus, bras dessous avec les deux églises. La loi électorale n'impose pas forcément à la CENI d'auditer le fichier électoral. Non, mais auditer, pourquoi on doit procéder à cet exercice, Dan? Vous savez, quand il n'y a pas confiance, on va tomber dans la controverse nationale. Il faut la confiance qui doit nécessairement reposer sur un cadre légal, normalement. Oui, mais écoutez, vous savez, ces termes-là, deux fois, ça nous pose problème. Pourquoi? Ça devient comme si, quand on se sent être en faveur d'une certaine posture, on ne fait pas mention de tout cela. Mais quand on sent que non, ceci, ça ne va pas être favorable à moi, on évoque des termes tels que cela, cadre légal, et ainsi de suite. Vous avez soulevé ici le problème de la Cinco. S'il n'y avait pas eu ces assises-là, on en serait où en ce moment précis? Quelle en aurait été la suite de cette nation? Parce que la tension était très rouge. Il faut reconnaître que ça amortit tout ce qu'il y avait. Vous voyez, de part et d'autre. Donc, il ne faut pas, en ce moment-là, je ne sais pas quel était le cadre légal. Est-ce que la Cinco ces deux confessions religieuses, sont-elles vraiment crédibles aux yeux de l'opinion, pendant que certains pensent qu'elles sont sous-traitées par la communauté internationale, l'Union européenne, qu'elle est financée par ceux-ci, qu'elle subit le dictat de ceux-là qui veulent imposer leur candidat à la tête du pays. Nous risquons de nous répéter. Chaque fois, ceux qui ont toujours été au pouvoir ont toujours ce discours-là vis-à-vis de la Cinco et de l'ECC. Souvenez-vous, avec le pasteur David Ekofo, c'était dans une messe où la Kabylie avait fui l'église catholique parce qu'ils voyaient que c'était chaud pour aller se réfugier à l'ECC. Mais malheureusement, là-bas, ils en ont reçu alors en face avec le pasteur David Ekofo. Et c'est comme ça. En ce moment-là, vous vous souviendrez de Lambert Mende. Il disait tout. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes propos qu'on adresse aussi à l'endroit de cette même structure. Donc c'est pourquoi je dis que moi je ne suis pas étonné de tout ce qui est dit. Joseph dit ici, déclare que pour autant eux ils sont respectueux des lois, l'UDPS. Mais écoutez mon cher ami Joseph, vous savez, cette législature semble être la plus compliquée de notre histoire. En termes de transhumance, mais c'est le record. Or, l'Assemblée est régie par un règlement d'ordre intérieur déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Ça voudrait dire que qui viole ce règlement-là, il est en conflit avec la loi. Mais ce règlement-là a été violé matin, midi et soir. Mais quel est l'indice? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais si, les gens changent de parti en pleine mandature, et ainsi de suite. Prenez le cas, par exemple, les propos du député national Élisère Tamboué. Je parle de lui parce que lui-même en a fait mention à la télévision. Il dit ceci. On lui pose la question par un journaliste, un confrère, que mais vous avez été un élu d'ensemble. Maintenant, vous créez votre propre parti et pourtant on ne vous a pas chassé. Il dit ceci. Oui, mais aussi longtemps qu'Ensemble n'a pas réclamé son siège, bon, je continue. Il dit ça. Ça voudrait dire qu'il est conscient qu'il a violé les textes ou le règlement. Mais alors, comment on peut se taper la poitrine pour dire que nous sommes respectueux des lois? C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Merci. Alors, ici, moi je pense que pour finir, nous sommes dans les mêmes contextes. Et il faudrait que... Les mêmes causes produisent... Les mêmes effets. On va tomber dans les contestations. Oui, on va toujours aller... Et les contestations feront perdre encore toutes ces énergies-là. Vous voyez, quand le président fait montre d'une volonté ferme de bien faire aussi les choses, quant à lui, mais il faudrait qu'il se retrouve dans des méandres qui lui soient favorables. Parce que les contestations, quand on doit commencer à chercher à en faire face,
ça vous fait perdre et le temps et les énergies possibles pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, Monsieur Henri, voilà. Monsieur Joseph, je vous passe la parole aussi sur... on va poursuivre toujours dans la même volée. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous conforter dans votre opposition. Si vous êtes dans l'opposition, vous n'aurez pas ce même discours-là. Monsieur le journaliste, je crois que jusqu'à la fin, on s'attendra sur rien avec Monsieur Tchimbalanga. Vous avez lu le communiqué de la CENI demandant à l'OIF depuis le mois de février de venir être partie prenante à l'audit du fichier électoral. Ouais. Ils ont refusé, c'était un refus. 3 mois après, ils répondent. C'est d'abord un manque de considération. Comment vous adressez une correspondance et vous répondez 3 mois après? Nous ne sommes pas dans le même contexte. Je crois que j'ai compris par ces analyses, ils soutiennent la démarche de la CENCO et de l'ECC. Mais tenez, mais ce sont des confessions religieuses. Les musulmans peuvent demander aussi la même chose, et le kimbanguiste et les autres. J'ai posé la question du cadre légal. Parce que tout doit être réglementé par la loi. Mais c'est Tchimbalanga, il dit, c'est le discours de ceux qui ne veulent pas aller dans cette démarche. Mais pour aller dans une démarche, il faut qu'il y ait un cadre qui nous régénère tous. Il dit pour rétablir la confiance. Mais les kimbanguistes diront aussi que comme eux, ils sont partis, nous aussi nous irons. Parce qu'ils sont sur le même pied d'égalité, des confessions religieuses. On s'en sort. Il n'y a pas de confession religieuse qui soit supérieure aux autres. Non, selon la loi, nous sommes dans un état laïque. Monsieur le journaliste, tenez. Là, je ne suis pas... D'où tire-t-il tous ces ailes demandant à... mais c'est M. Tchimbalanga qui doit dire aux Congolais d'où il tire toute cette volonté à tout prix. Je vous ai dit ici, la demande de la CENI... Moi, je dis, il faut qu'il y ait un cadre légal qui donne à ces deux aspects ces pouvoirs-là d'imposer une volonté à nous tous, des millions de Congolais. Tenez. Et là où je ne suis pas d'accord avec M. Tchimbalanga sur le contexte. Je lui ai bien dit, nous parlons du contexte de 2023. Nous ne sommes pas dans un dépassement des délais constitutionnels. En 2006, nous étions dans un dépassement de délais constitutionnels et nous avions là, en ce moment-là, une crise politique au Congo. M. Tchimbalanga. En 2011. En 2016. En 2016. C'est qu'il a fallu qu'il y ait une négociation pour qu'il y ait plus de tueries. Il faut dire ça comme ça. Parce que nous étions déterminés dans la rue. Négociation favorisée, organisée par cet ASBL. Mais je n'en disconviens pas. Quel en avait été le cadre légal? Je ne vous interromps pas. Allez-y. Je ne vous interromps pas. Allez-y. Je dis ceci. C'est M. Kabila qui a envoyé les gens de la CENCO à Limete. Ça, c'est une information que tout le monde le sait. Pour venir négocier, parce que le pays brûlait en ce moment-là. C'était salutaire. Pendant ces moments-là, nous étions zigouillés. Je dis bien, il y a eu 2 ans qu'on a violé la Constitution. 2 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un dépassement. On a violé en quoi faisant? Parce qu'on a dépassé le délai constitutionnel. L'article 70 ne s'applique pas. Non. L'article 70 ne s'applique pas. Nous n'avons pas besoin de cet article 70. Nous, à l'IDPS, on n'en a pas besoin parce que nous allons respecter nos délais. Le délai du 2023 et 2028, nous allons respecter. Sûr et certain. Sûr et certain. Mais là, nous étions dans un contexte particulier. C'est ce que M. Tchimbalanga de la CENCO et de l'ECC ne veut pas reconnaître. Vraiment. Vous comprenez? Là, monsieur, je vous dis, nous étions... Prenez l'exemple de 2015 et 2016. Regardez les événements. Je ne sais pas comment expliquer à M. Tchimbalanga que nous ne sommes pas dans un même contexte. Là, nous étions dans un contexte déséchauffouré. C'est toute la République qui brûlait par des manifestations. Et nous étions tués. Je vous parle du contexte de 2011. Nous allons en parler parce que vous avez... Je peux vous relancer? Relancez-moi. Alors, la question de dépôt des partis qui doivent mandater les membres à la CENI. Il dit, là, c'est pratiquement la même chose, 2018, 2016 et 2023, parce qu'à l'époque, l'UDPS n'avait pas mandaté des membres à la... Mais vous avez parlé de plusieurs dates, 2006, 2011, 2018. Non, pardon, 2011, et puis 2016 et 2023. l'UDPS n'avait pas fait quoi? Mandaté ses membres à la CENI. À l'époque. Avec Monsieur Kalamba. Jean-Pierre Kalamba. Mais nous rapporteur, avions... Écoutez. Là, je vais en revenir parce que je crois que c'est une question pertinente et je dois éclairer l'opinion.
contexte de 2011, vous avez parlé de Etienne Tshisekedi Mulumba, mais vous n'avez pas dit, quand il est arrivé, que nous avons été tués comme ça à l'aéroport. On nous a tirés à bout portant. Moi, j'étais parmi ceux qui ont amené des corps à la permanence du parti. Et on est venu nous les voler la nuit. Jusqu'à aujourd'hui, ces corps nous sont introuvables. Vous voyez, le contexte n'est pas le même. Peut-être vous ne pesez pas. Ce qui s'est passé réellement en 2011, en 2015 et en 2016. Je vous comprends. Mais si vous étiez un acteur majeur en ce moment-là, revendiquant tout ça, vous allez comprendre que nous ne sommes pas dans le même contexte. Parlons maintenant des membres qui composent la CENI. Parce que je crois que c'est une question qu'il a abordée. Oui. Messieurs le journaliste, une fois de plus, en 2011, nous, l'IDPS, par l'entremise de M. Jacquemain Chabani, nous avons écrit, parce qu'il était le président du CEP du parti, nous avons écrit, non, je crois que c'est M. Alexis Moutanda, nous avons écrit pour dire que M. Kalamba, ce n'est pas nous qui l'avons mandaté. Et on est parti comme ça jusqu'à la fin. Mais nous n'avons pas refusé les élections. Ce n'est pas la même chose. Vous aviez accepté cette forfaiture? Non. Nous sommes respectueux. Etienne Tshisekedi Mulumba avait levé l'option de partir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte. Est-ce que A.G. Matembo, par exemple, et Didi Manara, ils sont de l'IDPS pour que moi je parle de l'EID ici. Mais ils sont venus, vous savez, il y a eu un complot. Je vais le dire en discompte. Parce que les élections, c'est les dates. Je me souviens, il y a eu un communiqué officiel du bureau de la CENI demandant le camp de Joseph Kabila d'envoyer leurs membres et le camp de l'autre opposition, Martin Fayulu. Ils ont refusé. D'accord. Alors, merci beaucoup. Que voulez-vous que moi je dise encore? Merci moi je beaucoup. parle de ce qui est officiel. D'accord. Monsieur Henry, votre... il ne s'agit pas de la même chose quand l'UDPS était partie prenante à ce processus électoral. L'UDPS n'avait jamais dit que nous n'allons pas prendre part aux élections, nous n'allons pas nous retirer de ces élections. Ils ont pris part malgré tous ces problèmes qui ont entouré ces élections. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. L'opposition dit que nous n'irons pas aux élections carrément. Vous avez le FCC, vous avez M. Fayulu qui pose des conditions. Mais ce n'est pas la même chose. Dan, vous savez, hein, on est toujours dans les mêmes boîtes et dans les mêmes cercles. Tout ce que nous vivons ici, je ne cesserai de le dire, c'est déjà vu et entendu. Aujourd'hui, l'opposition actuelle qui dit on n'ira pas aux élections. En 2006, cette école vient de qui? Quelles qu'en soient les raisons, mais l'objectif, c'est la politique, c'est coincer celui qui est en face de vous. Vous savez, nous sommes allés en 2011 avec Etienne Tshisekedi. Et la suite, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'était suite à quoi? Parce qu'il y a eu déjà des effets qu'on a préparés bien avant. Vous prenez des gens que l'UDPS n'a pas mandatés et vous les embauchez là-bas au motif, et eux ils insistent que non, il y a l'opposition ici au bureau de la CENI. Mais c'est la même chanson qu'aujourd'hui. Ce sont les mêmes causes. Quand vous reprenez les mêmes stratégies que les tricheurs d'hier, c'est-à-dire vous êtes différent de ceux-là. Pourquoi? C'est à ce moment-là, il a été plus ou moins d'accord avec moi sur ce point-là, sur ces cas-là. Alors, qu'est-ce qui empêcherait de corriger cela? Pour dire que, vous savez... Mais le délai... Le règne actuel, à mon sens, devrait avoir pour vocation corriger les insuffisances de tous les régimes précédents. Eu égard à ce que le combat était très long, on a tout noirci, on a dit que non, c'est nous qui viendrons faire les choses comme il se devrait. Alors, il ne faudrait pas cautionner les mêmes stratégies organisant la triche. Vous acceptez que la CENI aujourd'hui ait des gens qui se disent nous sommes du PPRD, nous sommes de cette famille-là pendant qu'ils n'ont pas été mandatés. Non, c'est pas du tout cohérent, c'est pas une bonne citoyenneté. Ça ne respecte pas les lois. Et je pense que quand on va dans le faux, quand les prémices sont fausses, ça brise la confiance. Aujourd'hui, si cet audit n'est pas réalisé par ces deux missions d'observation électorale, quelle est votre crainte, pour finir? Bon, ma crainte pour finir, c'est que moi, je ne suis pas inscrit, comme lui a dit, que je revendique la démarche de la CENCO, mais non. Seulement, je relève le fait qu'il y a une bataille pour essayer de rétablir la confiance au maximum entre les acteurs et toute la nation entière. Bien que ça ne peut pas être parfait, mais du moins qu'on ait une confiance même à 70%. Qu'on ait une confiance même à 70%. Voilà.
Mesdames et messieurs, on va finir avec Monsieur Joseph. Alors, Monsieur Joseph, on finit avec vous. Ouais. Les dernières revendications, les dernières recommandations, pardon, que vous pouvez faire à cette mission d'observation électorale, que vous êtes en train de dire que vous n'acceptez pas, dont la démarche est réfutée par vous et votre famille politique. Le mot que je retiens, les tricheurs d'hier et qui sont les tricheurs d'aujourd'hui. Je crois que s'il va dire un mot à la fin, il dira, parce que j'ai bien retenu, je suis vraiment très attentif à ce qui s'est dit. Mais ce Tchimbalanga, je crois, il est trop religieux pour ne pas comprendre les intentionnalités des acteurs dans ces processus. C'est compliqué. Même ces gens-là, ils roulent pour quelque chose, ces aspects. Je vous dis, regardez dans leur agir. Je vais vous donner un fait. C'est vos anciens partenaires. Ce n'est pas le cas. Nous étions cohérents dans la démarche. Je vous dis, nous étions cohérents dans la démarche. Ils roulaient pour vous ou bien ils roulaient pour... Non, nous étions cohérents dans la démarche, c'est ce qu'il fallait dire. Okay. Écoutez, M. Moïse Katumbi arrive à Kinshasa. Le comité laïque de coordination est Pipemo. Mais quand Moïse arrive, ils appellent les gens dans la rue. Et sous recommandation de la Senko, soutenez-le dans cette démarche. Donc, en réalité, la plupart des confessions religieuses ont perdu de crédibilité dans leur agir par rapport à certaines prises de position qui sont allées dans le sens des intérêts des individus. Je dis bien des individus. Vous comprenez? S'il y a un président à qui on a dit des choses matin, midi, soir, même dans des prédications, il n'y a pas plus, personne n'en a prêché sur lui, on a donné moins de versets bibliques, on a parlé de beaucoup plus de Félix dans la prédication de certains qui sont dans ces coups ici. Monsieur Tchimbalanga, écoutez, vous avez parlé de la confiance. Et nous n'avons pas confiance à ces gens. Comment établir ça? Je n'ai pas confiance à M. Cholet, à M. Mbongo, et dans son truc là, et les gens de l'ECC. Nous l'IDPS, ça je dis, nous l'IDPS. Alors comment établir la confiance avec nous à l'égard de ces gens-là? Je peux répondre directement? Vous allez répondre à votre temps d'atteinte, je pose la problématique. Okay. Deuxièmement, pour conclure, les kimbanguistes vont demander, les gens de musulmans vont demander, les redites aussi, ils amèneront aussi leurs experts, mais nous irons comme ça jusqu'en 2025. Je vous dis, ils vont faire des élections d'ailleurs, mais madame... C'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, c'est la CENI. Que la CENI publie des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Mais, et que les témoins puissent avoir des PV. C'est ce qui reste à faire. Et que le candidat et les regroupements politiques et les partis politiques aient assez de témoins dans leur bureau de vote. Parce que c'est de l'argent qu'il faut chercher. Et beaucoup n'en ont pas. Est-ce que ce processus il corrige les erreurs des processus passés? Mais M. Kadima, moi je ne suis pas de la CENI. Non, dans votre analyse. Non, dans mon analyse, là où la CENI a fauté, c'est seulement dans la livraison de cartes. Et là, j'ai critiqué, je condamnais la CENI, bien qu'ils se sont rattrapés, ils ont déjà commencé à livrer des duplicata. Parce que la qualité n'était pas bonne. C'est seulement ça. Merci beaucoup, monsieur Joseph. 1 minute 32 minutes aussi pour... vous vouliez répliquer? Oui, juste pour terminer. Oui. Allez-y. Je pense que votre question a été très pertinente à son adresse. Je pense que la CENI actuelle n'a pas corrigé les erreurs des autres processus. Parce que c'est sous l'expert Kadima qu'on a vu des machines clairement entre les mains des particuliers. Un véhicule qui quitte Kinshasa pour Chikapa et je ne sais pas si par malheur ou par quoi ça se renverse et des machines de la CENI. Vous voyez, on a vu combien d'enfants être enrôlés. Les vidéos sont là. Vous savez, la technologie est en train de faire un travail impeccable. À l'époque de Lumumba, on ne savait pas savoir ce qui se passe. Mais actuellement, ce qui se fait dans un recoin de la République est mis à la place publique. Ce sont des choses qu'on ne devrait pas vivre sous l'expert Kadima. Et c'est tout cela qui fait qu'on se retrouve toujours dans la crise de confiance. Et il accepte aussi d'embaucher de la même manière que faisait la CENI sous Joseph Kabila, de prendre les délégués, ceux qui ne sont pas les délégués, mais les membres des partis qui n'ont pas envoyé. Donc je pense qu'il n'a pas corrigé, malheureusement.
Mais si, Ce ne sont pas les Moi, je ne sais extraits. pas. ils n'ont pas été envoyés à la CENI. Non, Ils à n'auraient l'IDPS, pas on a fait envoyé les personne. mêmes erreurs là Ah bon? actuellement. Mais tous ceux-là qui sont là-bas au nom du PPRD, qui les a envoyés là-bas? C'est pas Joseph Kabila. Madame Donc Ité c'est a pour bien dire répondu à que, sa question, pardon. je termine par là, mon souci est que cette CENI, sous Denis Kadima et sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi, puisse faire mieux, si pas corriger tout, mais diminuer les erreurs des autres. Ce sera une très bonne chose. Ce sera une très bonne chose. Merci beaucoup, Il monsieur. faut dire à Madame Tia de répondre parce que je ne suis pas porte-parole de la CENI, il ne me paye pas. Merci beaucoup, monsieur Joseph, pour votre disponibilité, surtout votre, en tout cas, votre dévouement. Hein. Merci pour tout. Merci beaucoup, monsieur Henri, également pour cet engagement aussi, hein, pour voilà, soutenir cette émission Grande Tribune. Merci énormément. Merci, chers téléspectateurs. Cette émission est terminée. On va se retrouver demain avec d'autres acteurs politiques. Peut-être toujours autour de la même thématique. Et on va peut-être donner la parole aux juristes pour savoir ce qu'ils en pensent. Portez-vous bien et à demain. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.